Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans le numérique pour tous, l'émission dédiée au digital, à l'innovation et à la tech responsable. Et aujourd'hui, on va parler éducation du futur à l'heure de l'intelligence artificielle. Et oui, comment l'intelligence artificielle va bouleverser l'éducation? Pourquoi sommes-nous peut-être complètement à côté des méthodes d'enseignement qui seraient nécessaires pour construire le monde de demain? Et jusqu'où une réforme de l'éducation nationale est plus qu'essentielle? Le numérique pour tous, spécial éducation du futur, c'est parti et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et aujourd'hui, pour parler éducation et intelligence artificielle, un grand témoin de l'éducation du futur qui va nous accompagner tout au long de cette émission. Un homme qui est en train de révolutionner la façon dont nous allons apprendre grâce à l'IA. Il est polytechnicien, docteur en génétique et a fondé le Learning Planet Institute, un centre de recherche qui explore de nouvelles matières d'enseigner et d'apprendre. François Tadei, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous avoir en plateau aujourd'hui. Donc avant de commencer, le Learning Planet Institute que vous avez fondé, expliquez-nous précisément sa mission. Sa mission, c'est de réinventer les manières d'apprendre, d'enseigner, de faire de la recherche pour mobiliser l'intelligence collective et permettre à chacun d'apprendre à prendre soin de soi, des autres et de la planète. Vous considérez qu'on apprend mal aujourd'hui, François ? Je considère que on n'est pas les seuls à apprendre aujourd'hui, puisque les machines apprennent. Quand on parle d'intelligence artificielle, en anglais, on dit machine learning, donc des machines apprenantes. Donc on n'a plus l'exclusivité des apprentissages, on l'a jamais eu, parce que d'autres espèces apprenaient aussi, mais on voit bien qu'on a besoin d'apprendre autre chose et autrement, puisque nos manières de travailler et d'apprendre sont en évolution permanente, mais en particulier accélérée avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Alors justement, cette intelligence artificielle qui est en train de bouleverser nos modes d'apprentissage, vous dites qu'aujourd'hui, ce que l'on apprend et la façon dont on l'apprend ne sont plus adaptés à nos défis. Pourquoi ce constat ? Disons que l'éducation traditionnellement transmet ce que les générations précédentes ont appris aux nouvelles générations. Il se trouve que les défis auxquels on est confronté, c'est à la fois l'arrivée de l'intelligence artificielle, mais aussi le changement climatique, l'érosion de la biodiversité, des transformations démocratiques et sociétales profondes. Et on a besoin d'apprendre à faire face à des défis inédits dans lesquels les générations précédentes n'ont pas la solution. Et justement, cette IA, cette intelligence artificielle, comment elle peut aider à comprendre la complexité du monde actuel? Ce que vous voulez dire, c'est qu'en fait, nos cerveaux n'ont plus la capacité d'embrasser tout ce qui est en train de se passer, et l'IA va nous permettre d'observer peut-être des signaux faibles et de mettre une loupe sur des choses qu'on n'aurait absolument pas vues dans nos systèmes éducatifs et dans les programmes. Oui, en fait, l'intelligence artificielle, elle rend le savoir accessible très rapidement. Et ça, c'est une révolution. Déjà, la révolution du web et des moteurs de recherche était déjà très importante, mais il fallait savoir discerner ce qu'on trouvait sur le web. Là, l'intelligence artificielle vous en fait une synthèse. La question, c'est est-ce qu'elle est toujours pertinente? Il faut toujours avoir encore plus d'esprit critique qu'avant et savoir vérifier ses sources. Mais typiquement, l'accès au savoir est profondément bouleversé par cette révolution, et être capable de critiquer, par exemple, et de coopérer et de se poser des nouvelles questions, ça devient essentiel. Et c'est pas forcément les capacités qui ont été le plus développées. Capacité à mémoriser, à calculer. Moi, j'ai été sélectionné sur ma capacité à faire ça. Très honnêtement, les machines mémorisent, calculent et même synthétisent l'information mieux que nous. Donc, qu'est-ce qui nous reste comme spécificité humaine et comment est-ce qu'on peut apprendre à l'heure des machines, à utiliser ces machines et à faire des choses que ni les machines ni les humains seuls ne sauraient faire? Ça, c'est un grand défi. Alors justement, François, selon vous, quelles sont les compétences qui seraient cruciales pour les jeunes du XXIe siècle, qu'on devrait leur enseigner et que apparemment on ne leur enseigne pas aujourd'hui? Alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle souvent de compétences du XXIe siècle. La capacité à coopérer, la capacité à l'esprit critique, la capacité à communiquer, la capacité à la compassion, à comprendre les besoins des autres, à la capacité à penser une citoyenneté, y compris citoyenneté planétaire aujourd'hui. Donc on a besoin de ces compétences et c'est pas vraiment des compétences du XXIe siècle au sens où en fait ces compétences ont toujours existé. Mais on voit bien que c'est des compétences qui sont plus nécessaires au XXIe siècle qu'avant, parce que les compétences de base du type mémoriser de l'information, les machines nous suppléent dans ce genre de tâches. Donc il faut apprendre à faire des choses que les machines ne savent pas faire. Par exemple, il faut apprendre à coopérer sur des défis ouverts plutôt qu'être en compétition sur les savoirs d'hier. Et on voit bien que c'est une révolution. Alors donnez-nous des exemples. On va prendre le cas des transitions climatiques. Vous dites vous-même, cette transition environnementale, on n'est pas du tout équipé, et les jeunes aujourd'hui dans les écoles ne sont pas équipés intellectuellement pour gérer ce qu'il est en train de se produire devant nos yeux. Exactement. Mais par exemple, il suffit pas de leur donner les faits.
ce qui est déjà très important, il leur faut en plus être capable de dépasser l'éco-anxiété qui est naturelle. Si on vous donne les faits et on vous dit que ça va aller de mal en pis, forcément c'est anxiogène. Si on vous explique que vous allez pouvoir être acteur et auteur du monde de demain, là c'est différent. Et donc il faut leur donner les moyens de passer à l'action et de comprendre les sujets. Et en fait, par exemple, on a créé des éco-délégués, mais on les forme pas suffisamment. On a besoin de leur expliquer que en s'auto-organisant, ils vont pouvoir proposer par exemple des modifications de la vie dans leur collège ou dans leur lycée en faisant des propositions qu'ils vont pouvoir mettre en œuvre. Et donc cette capacité à coopérer pour créer du changement positif dans sa vie, dans celle de sa communauté et pour l'avenir, c'est ça qui est essentiel d'apprendre aujourd'hui. Alors ce que vous dites, c'est que dans les écoles aujourd'hui, on a une éducation descendante et on n'est pas du tout dans cette coopération à partager des idées, et ça justement, ça ne permet pas de construire l'avenir de l'humanité. On a tout faux là-dessus ? C'est exactement ça. On est en fait, le système éducatif aujourd'hui est un système essentiellement compétitif. Et donc, on mémorise. C'est-à-dire, on doit être le meilleur de sa classe pour doit être le meilleur de sa classe pour être ensuite dans la meilleure prépa, pour être ensuite dans la meilleure école, pour être ensuite dans les meilleurs postes dans les entreprises. Ouais. Donc ça, ce système méritocratique hyper compétitif est hérité des siècles précédents et a fonctionné plus ou moins depuis le XVIIIe siècle. Je pense qu'au XVIIIe siècle, il était très adapté à la situation. Je pense qu'il ne l'est pas au XXIe siècle. Et pourquoi l'intelligence artificielle, justement, quel rôle elle va jouer justement dans l'accompagnement ou l'aide à faire évoluer ce système de coopération ? Je pense qu'il y a déjà... Pourquoi est-ce qu'elle nous force à changer ? Pour répondre à cette première question, dans un premier temps, aujourd'hui, une IA peut résoudre des exercices qu'on donne à l'école polytechnique. Donc si l'IA sait faire des choses pour lesquelles le système éducatif vous sélectionne, et si l'IA sait faire des choses pour lesquelles les entreprises vous recrutent, il va falloir que vous sachiez faire de nouvelles choses que les machines ne savent pas faire. Donc ça, c'est la première chose. Et donc dans les entreprises, dans la société, on a des défis à relever, et apprendre à relever des défis complexes, ouverts, de manière coopérative, c'est ça dont on a besoin dans la société, c'est ça dont on a besoin dans les entreprises, c'est ça dont on a besoin dans l'ensemble de la sphère publique. Donc, si c'est des compétences nécessaires, la question c'est comment est-ce que l'école peut nous permettre de les apprendre. Et il y a des pédagogies où de 6 à 18 ans, on apprend à résoudre des défis complexes de niveau croissant. Et ça nous arme mieux pour le monde de demain. Et l'IA peut nous aider, quand on est face à un défi ouvert, à connaître l'état de l'art, savoir quelles sont les meilleures solutions et éventuellement être mis en relation avec des contenus et des gens qui sont pertinents pour nous aider à relever notre défi. Alors ça, c'est ce que vous faites au Learning Planet Institute, apparemment. Concrètement, dites-nous dans quelle mesure vous êtes un peu la Formule 1 dans les cours que vous donnez ou dans la façon dont vous enseignez. Vous êtes un peu la Formule 1 de l'éducation. Donc ce qu'on a essayé de faire, par exemple, c'est qu'on a développé une intelligence artificielle qui a lu toutes les sources scientifiquement disponibles sur le développement durable. Et donc, si un étudiant se pose des questions sur le développement durable, eh bien, l'intelligence artificielle peut lui répondre en lui donnant les sources. Ce qui est une des grandes difficultés des premiers modèles de type ChatGPT, qui en fait vous font une synthèse de choses sur le web sans vous sourcer, et donc vous ne savez pas la qualité de la réponse. Là, ce qui est très important pour un étudiant, pour un scientifique, pour un citoyen, c'est d'être certain de ce que l'on pense. Et donc on a besoin d'avoir accès à la source scientifiquement fondée. François, je vous propose de marquer une courte pause parce que vous allez nous expliquer comment vous envisagez de révolutionner nos systèmes éducatifs. Donc c'est une vaste ambition et je soupçonne que vous discutez avec des ministres de l'éducation qui ne cessent de se succéder. Le numérique pour tous, éducation du futur. On marque une courte pause et ça continue dans quelques instants sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Le numérique pour tous, spécial éducation du futur, avec aujourd'hui François Tadei, le président du Learning Planet Institute. Alors François, je suppose que depuis des décennies, vous discutez avec nos ministres de l'éducation. Vous dites qu'aujourd'hui, on n'apprend pas correctement. Pourquoi ce que vous proposez n'est pas implémenté ? C'est qu'il ne reste pas assez longtemps au gouvernement, ou alors il y a d'autres raisons ? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Le premier, c'est qu'effectivement, il ne reste pas suffisamment longtemps pour être capable de prendre l'ampleur du sujet qui nous occupe aujourd'hui. Mais l'autre aspect, c'est que trop souvent, ils font un retour en arrière. Plutôt que de se projeter vers l'avenir, il est plus facile de flatter les parents et qui sont les électeurs. Et donc, les parents, ils préfèrent un système qui ressemble à celui qu'eux-mêmes ont connu. Et donc, par construction, typiquement, les élites, le système éducatif a dit qu'elles méritaient, dans une méritocratie, d'être des élites.
Et donc, si on remet en cause le système qui a dit qu'elle méritait d'être une élite, ça les remet en cause elles-mêmes. Donc en fait, les gens ne préfèrent pas remettre en cause le système, alors qu'en fait, ce qu'il faut, c'est se projeter sur l'avenir et prendre l'avis des jeunes eux-mêmes. Et donc, si on peut co-construire l'avenir avec les jeunes, en se rendant compte de quelles sont leurs pratiques aujourd'hui. Ils utilisent déjà l'intelligence artificielle, mais il faut donc leur apprendre à l'utiliser de manière pertinente. Il faut les inviter à dire quels sont les grands sujets sur lesquels ils ont envie d'apprendre à devenir des citoyens responsables de la planète. Alors justement, si vous aviez 3 mesures phares ou 3 axes phares pour le prochain ministre de l'Éducation nationale, puisqu'il va peut-être y avoir un remaniement, ça serait quoi ces 3 mesures concrètement ? Les 3 mesures, c'est relativement simple. C'est passer de cette logique de compétition à une logique de coopération. C'est apprendre à l'heure de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire à la fois apprendre comment fonctionne l'intelligence artificielle, mais aussi ses avantages et ses limites, et apprendre ce que la machine ne saura pas faire, et à savoir qu'est-ce qui est spécifique de l'être humain. Et fondamentalement, troisièmement, la capacité à penser de manière systémique au-delà des barrières disciplinaires. Si vous pensez le changement climatique, c'est pas juste un problème de physique. C'est un problème de physique, comme c'est un problème de mathématiques, comme c'est un problème d'histoire, de géographie et de société. Et donc il faut intégrer l'ensemble des dimensions. Et donc il faut inviter les jeunes à mobiliser les différents savoirs pour comprendre la complexité du monde et avancer et être force de progrès et de proposition pour le monde de demain. François, tous les jeunes aujourd'hui sont équipés d'Internet. Vous avez l'impression qu'on est plus intelligent aujourd'hui à l'heure d'Internet, ou alors, paradoxalement, notre capacité à embrasser le monde diminue ? Moi, je crois à... En fait, la question, c'est est-ce que l'intelligence artificielle fait progresser l'intelligence collective ou la bêtise collective ? D'accord ? Merci d'avoir reformulé ainsi. Et donc, pourquoi bêtise collective ? Si vous regardez les réseaux sociaux aujourd'hui, l'intelligence artificielle qui fait tourner les réseaux sociaux amplifie les émotions les plus négatives, parce que c'est comme ça qu'ils vont avoir plus de clics et donc plus d'argent. Et donc, le modèle économique attise les émotions négatives et donc, par certains côtés, la bêtise collective. François, on le sait, hein, la plupart de nos terminaux informatiques, mais aussi les systèmes sur lesquels ils fonctionnent, c'est-à-dire les fameux GAFAM, sont essentiellement américains, ou alors dominés par des plateformes. On n'a pas accès aux plateformes asiatiques, mais dominés par des puissances politiques. Et vous avez l'impression que ces intelligences artificielles qui vont être entraînées de plus en plus sur des systèmes américains qui dominent le monde ne vont plus laisser place à notre culture européenne et notre sensibilité, notre mode de fonctionnement européen. On le rappelle, hein, une intelligence artificielle, si on prend ChatGPT, elle va mélanger des choses qui existent déjà. Est-ce qu'elle va puiser dans une cohorte qui est conditionnée par la variété internationale de la pensée, ou alors elle est conditionnée par un système de pensée qui appartient à la plateforme ? Et dans ce cas-là, est-ce qu'elle conditionne politiquement notre pensée ? Je pense qu'il y a commencé à y avoir des plateformes françaises, hein, Mistral AI est un bon exemple, qui sont jeunes, mais qui croissent très rapidement et qui prennent en compte ces sujets. Donc je pense que il est possible aujourd'hui de créer des dispositifs qui nous correspondent et qui sont alignés avec nos besoins et notre culture. Mais je pense que la clé, c'est de savoir quelle éthique on met dans la machine. Est-ce que la machine est là pour optimiser uniquement les revenus d'une entreprise ou le pouvoir de contrôle d'un État, ou est-ce que l'intelligence artificielle est là pour permettre à, par exemple, chacun de mieux se connaître soi-même, savoir ce qu'on sait, savoir ce qu'on ne sait pas, savoir ce qu'on pourrait apprendre et savoir ce qu'on pourrait faire ensemble pour résoudre les défis complexes auxquels on est confronté. Vous parlez de cette interdépendance mondiale qu'il y a. Aujourd'hui, vous trouvez qu'on a une éducation trop orientée d'un point de vue national. On n'intègre pas assez ce qui se passe au niveau international en termes de culture. Et vous évoquez aussi, je crois, dans une faculté ou dans un de vos modules de formation, vous avez créé cette mixité et ça change radicalement la façon d'appréhender les choses. Oui, je pense qu'on a besoin d'une perspective planétaire. En fait, si on regarde l'histoire, à Athènes, on a créé la perspective de la citoyenneté autour des murs de la cité et de l'écriture. On a réinventé cette perspective avec éducation, sciences, démocratie, philosophie, art, débat, pendant les Lumières, autour de la nation et de l'imprimerie. Aujourd'hui, autour du numérique, il faut le faire au niveau planétaire. On a besoin d'une culture planétaire. On a besoin d'une citoyenneté planétaire. On pourrait parler d'une planétoyenneté, une capacité à embrasser la complexité du monde. Parce que les interactions, elles sont plus simplement locales. Elles sont plus simplement familiales, régionales ou nationales. Elles sont planétaires. Les grands défis d'aujourd'hui,
que ce soit l'intelligence artificielle, le changement climatique ou l'érosion de la biodiversité, on ne pourra pas les résoudre sans une perspective planétaire. Et cette perspective planétaire, les jeunes sont déjà connectés au reste du monde, ne serait-ce que sur les plateformes de jeux et autres. Et en fait, ils ont besoin de cette perspective planétaire. Et l'avènement des satellites, l'avènement de l'humain dans l'espace permettent de changer de perspective. Mais les systèmes éducatifs, évoluant moins vite que les pratiques et que les besoins, ne promeuvent pas suffisamment cette perspective planétaire. Donnez-nous un exemple peut-être aujourd'hui de modules et d'éducation qui fonctionnent bien au Learning Planet Institute. Par exemple, les Nations Unies ont défini 17 grandes priorités qu'on appelle les objectifs de développement durable. Comprendre ces objectifs, comprendre les limites planétaires et comprendre que l'on peut agir à son niveau, créer un projet qui va avoir un impact sur soi, sur sa communauté et sur la planète simultanément, ça c'est des choses essentielles. Donc on crée par exemple des Olympiades du développement durable. Comme il y a les Olympiades de sport ou les Olympiades de mathématiques et de physique, on peut inciter l'ensemble des jeunes à se mobiliser pour apporter des solutions au monde. Là, vous parlez des jeunes qui ont 15-17 ans, qui ont une forme de maturité, mais alors justement, votre système éducatif, si on le met en place pour les tout-petits, à l'accès aux écoles, à la maternelle, etc., là aussi, on n'est pas dans le juste pour vous ? Pour vous donner un exemple de choses très concrètes, la Fondation Lego a cherché les écoles qui préparent le mieux au XXIe siècle. Et de manière intéressante, ils ont identifié une école qui n'est pas en France, pas en Finlande ou aux États-Unis, elle est en Haïti. Et c'est intéressant parce que c'est pas le pays le plus riche au monde, mais cette école, c'est une école des défis. C'est une école où de 6 à 18 ans, on apprend à relever des défis. Donc à 6 ans, ça peut être juste planter une graine. À 10 ans, ça peut être réparer les feux rouges parce qu'il y a eu une tempête et qui ne sont plus fonctionnels. À 12-13 ans, ça peut être apprendre à coder un serveur de SMS parce que on a son premier téléphone et qu'on a envie que ça soit moins cher et de maîtriser les outils. Et puis à 15-16 ans, ça peut être apprendre à planter des panneaux solaires et à les connecter pour avoir de l'énergie dans l'école pour éviter les coupures et diminuer l'empreinte carbone. Et à 18 ans, ça peut être mettre en place un système de détection d'ondes sismiques pour prévenir les tremblements de terre en Haïti. Et éventuellement gagner aux Olympiades internationales de géologie. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit que les jeunes définissent les sujets sur lesquels ils veulent apprendre et ils mobilisent à ce moment-là les savoirs pour relever des défis qui sont les leurs et ceux de leur communauté. Donc ça veut dire que vous seriez plus proche d'une éducation, on va dire, positive, comme on l'a qualifié aujourd'hui, ou alors d'une école à la Montessori, que les systèmes académiques traditionnels pour évoluer et avoir plus de facilité à gérer le monde de demain ? Ce qui est intéressant, c'est que des logiques comme celle de Montessori, qui ne datent pas d'hier, en fait, ont été validées scientifiquement depuis. Ce qu'on sait sur le développement des sciences cognitives, le développement du cerveau des enfants est optimisé dans des environnements de type Montessori, dans lesquels effectivement on leur fait confiance et on les aide à avoir une attitude positive sur leurs apprentissages et sur la vie. Notre dernier ministre de l'Éducation qui a été Premier ministre, Gabriel Attal, a été sensible à la notion d'éducation. Vous avez dialogué avec lui ? Vous avez partagé votre vision ? Non, honnêtement, j'ai pas eu l'occasion de discuter avec lui. J'avais plus discuté avec Jean-Michel Blanquer, par exemple. Et l'école de la confiance, c'était une bonne idée, mais ça ne se décrète pas la confiance. Et c'est ça la difficulté. C'est que depuis la rue de Grenelle, on ne peut pas imposer le changement par en haut. On a besoin de partir des réalités du terrain et d'accompagner les jeunes et les enseignants dans la transformation nécessaire. Un conseil ou alors un message au futur ministre de l'Éducation nationale ? Un bon courage et essayer de penser le temps long malgré les pressions politiques. François Tadei, merci. Je rappelle, vous dirigez le Learning Planet Institute. Le numérique pour tous, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à retrouver vos émissions sur le podcast et sur l'application Sud Radio. Et pour prolonger la discussion sur vos réseaux sociaux préférés. Je vous souhaite une excellente fin de week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez.